Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au débat de L24, 14e jour des opérations russes en Ukraine. On parle à nouveau de l'ouverture des corridors humanitaires dans plusieurs villes ukrainiennes. Les forces russes progressent sur tous les fronts en direction de Kiev. Par ailleurs, les sanctions sont alourdies. Les États-Unis annoncent arrêter toutes les importations de pétrole en provenance de la Russie. Le traitement médiatique de la question laisse perplexe. La liquidation physique de Poutine se discute nonchalamment et ouvertement sur les plateaux des télévisions occidentales. Alors, où en sommes-nous au 14e jour du conflit en Ukraine? Les sanctions seront-elles dissuasives? Le scénario sur la liquidation de Poutine est une erreur de calcul ou est-ce un plan bien réfléchi, lâché aux médias? Et quel statut accorde-t-on aujourd'hui à ces combattants ou ces volontaires venus des quatre coins du monde pour combattre en Ukraine? Pour en parler avec nous, nous avons le plaisir de recevoir avec nous par Skype nos deux invités par téléphone depuis Paris. Nous aurons Monsieur Emmanuel Dupuis, il est expert dans les questions internationales. Monsieur, il est parmi nous donc par le Skype. Monsieur Dupuis, bonjour, bonsoir. 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 Et nous aurons également avec nous Monsieur Bernard Ravanel. Il est présent avec nous par téléphone depuis Paris toujours. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, alors, pour commencer, et sans aucune transition, les deux parties ukrainiennes et russes se sont mises d'accord pour un cessez-le-feu afin de permettre une évacuation des réfugiés. Une courte durée leur a été octroyée, 12 heures seulement. Qui va superviser cette opération et quels sont les couloirs qui seront donc permis pour cette évacuation? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec nos invités. Mais bien avant, je vous propose de voir ce sujet qui est signé Neila Ait Hamouda. Ce matin, à 9h heure locale, un cessez-le-feu temporaire a été instauré. Plusieurs villes comme Kiev, Tcherniv, Soumy, Kharkiv et Mariupol ont pu évacuer des civils. Des corridors humanitaires qui peuvent épargner d'un danger potentiel plusieurs milliers de personnes. Des couloirs doivent également être instaurés pour évacuer vers Kiev les civils depuis plusieurs villes où les combats s'intensifient à l'ouest de la capitale, dans Boutcha, Irpin et Gostomel. Nous avons reçu une notification de la Fédération de Russie concernant l'approbation de nos itinéraires précédemment proposés, ainsi qu'une notification de la Croix-Rouge internationale. Nous avons envoyé notre lettre au Comité international de la Croix-Rouge et à 9h du matin, notre Premier ministre Denis Schmigel a parlé au chef du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Mayer, pour confirmer cet accord. Les militaires acceptent le cessez-le-feu de 9h à 21h ce jour. Hier, la tentative d'aider les civils à quitter les zones en conflit a été menée avec succès. Près de 5000 personnes, dont environ 1700 étudiants étrangers, ont pu quitter la ville de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine. La trêve n'a pas trop duré. Selon les services de secours d'urgence ukrainiens, des combats nocturnes ont repris de plus belle dans la nuit de mardi à mercredi, dans plusieurs villes du pays. La ville portuaire stratégique de Mariupol est toujours assiégée, une ville d'une importance capitale pour l'armée russe, selon bon nombre d'observateurs et d'analystes. Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement de ne pas respecter les cessez-le-feu et de diffuser des informations erronées sur les couloirs humanitaires. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Emmanuel Dupuis. Alors, des corridors humanitaires, on en parle depuis le début de l'opération russe sur l'Ukraine. Aujourd'hui, il semblerait que les deux parties aient accepté d'ouvrir des corridors. Alors, qui va superviser aujourd'hui ces corridors et comment va se passer cette opération? Écoutez, pour l'instant, il est un petit peu tôt pour en parler. La partie ukrainienne n'appelait pas ça des corridors, puisque les corridors menaient vers la Biélorussie, la ville de Gorvel, ou vers la Russie, les villes de Belgorod et de Rostov-sur-le-Don. Et bien évidemment, les corridors qui étaient proposés aux Ukrainiens
en direction donc de la partie ukrainienne qui est désormais sous occupation russe, puisqu'elle fait partie effectivement des zones qui ont été conquises par les Russes, notamment autour du ville de Kharkiv ou au nord-est de Kiev. Donc pour l'instant, il est un petit peu tôt pour en parler. Néanmoins, en droit humanitaire, des corridors humanitaires sont sous la supervision du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, ou de l'OSCE, qui ont été informés tardivement, mais qui ont été informés désormais. Donc c'est sans doute vers ces organisations qu'il faut regarder, mais le président Emmanuel Macron a été plus précis en évoquant le fait que les ONG devraient aussi superviser ces corridors humanitaires. Il a évoqué il y a 2 jours dans une interview plusieurs ONG, en tant que président français, les ONG françaises, mais elles ne sont pas les seules, notamment l'ONG Acted. C'est aussi vers là qu'il faudra regarder, mais pour l'instant, il est un petit peu tôt pour l'évoquer, d'autant que beaucoup de ces corridors humanitaires ont depuis été bombardés par les forces russes. Oui, alors nous savons également que, puisqu'on ne va pas les appeler corridors, que ceux qui mènent vers la Biélorussie, alors comment on peut les appeler? Est-ce que c'est des couloirs? Est-ce que c'est juste des opérations d'évacuation humanitaire? Et d'autant plus que l'Europe, jusque-là, n'avait pas accepté, en l'occurrence l'Ukraine, que ces réfugiés soient évacués vers la Biélorussie parce qu'ils avaient peur que ces mêmes réfugiés se retrouvent en Russie, ce qui, pour l'Europe, est inadmissible en tous les cas. C'est surtout inadmissible pour les Ukrainiens qui ne veulent pas quitter leur pays pour aller vers un pays qui est belligérant. Oui. Ça paraît logique et c'est un truisme, si j'ose dire. D'ailleurs, il y a peu eu de candidats ukrainiens qui avaient décidé de partir en direction de la Russie. Ça, c'est un premier élément qu'il faut avoir à l'esprit. Néanmoins, les corridors sont multiples. Vous avez des corridors vers la Russie et la Biélorussie, et vous avez des corridors, notamment ceux qui passent de Mariupol vers les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, puis vers Rostov-sur-le-Don, ou de Kharkiv vers Belgorod, ou de Kiev vers Gomel. Mais il y a aussi des corridors vers les parties non atteintes encore par le conflit, en tout cas qui se situent en terrain ukrainien. Néanmoins, il faut appeler un chat, ce ne sont pas des corridors humanitaires, c'est une proposition qui a été émise par la Russie pour sans doute évacuer les populations civiles avant d'engager des conflits, avant d'engager plus militairement un certain nombre des villes que j'ai citées. Mariupol est assiégée, la ville d'Odessa également, la ville de Kharkiv et la ville de Kiev. Oui, alors ils veulent les évacuer justement pour qu'il n'y ait pas non plus plus de victimes humanitaires sur le terrain. Je me tourne vers vous, Monsieur Bernard Ravenel. Oui. Je me permets de dire que c'est une vue de l'esprit. Ils veulent surtout les évacuer parce que en droit des conflits armés, si j'ose m'exprimer ainsi, une fois que vous avez fait les corridors humanitaires, toutes les personnes qui restent sont considérées comme des combattants. Monsieur Emmanuel Dupuy, oui. Monsieur Bernard Ravenel, que pensez-vous justement de cette petite trêve de très courte durée qui va permettre aujourd'hui l'évacuation des réfugiés, ceux qui, bien sûr, ont envie de quitter les zones de trouble et de combat? Écoutez, d'abord, je suis d'accord avec ce qu'a dit mon correspondant précédent, et pour dire aussi que donc, nous sommes en face d'une tragédie et dans laquelle les belligérants russes ne respectent même pas le droit de la guerre concernant le non-bombardement des civils. Donc ça, c'est effectivement tenir compte de cette situation. Et pour l'ensemble de la problématique qui est posée, je pense que s'il y a eu un début de négociation dans le cadre de l'OSCE éventuellement, je crois que c'est fait partie aussi du scénario qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le côté russe n'a pas atteint ses objectifs dans le temps qui s'était fixé. C'est-à-dire, en fait, probablement de prendre Kiev éventuellement. Donc c'est une phase du conflit auquel on assiste et je ne sais pas très bien combien de temps elle va durer. Donc tout le problème maintenant, effectivement, c'est que les Russes sont obligés de tenir compte de cette situation et éventuellement de la pression internationale qui s'est exercée à travers, bien sûr, les positions soit des pays occidentaux, soit des organisations de la société civile qui manifestent partout, en particulier en Europe. Donc, je crois qu'on est dans une situation où la partie russe est un petit peu en retard par rapport à ses projets. Est-ce qu'elle prépare la deuxième phase qui viserait à aller sur Kiev, bien entendu, ou est-ce que c'est un début de négociation, si on peut dire? Ça, c'est une question. Je pense que
D'autant plus qu'il y a un rendez-vous de négociation bientôt. C'est plutôt la version dure, c'est-à-dire que les Russes sont obligés de renforcer leurs effectifs pour se préparer à une offensive sur Kiev. Par contre, je trouve assez intéressant le fait que non seulement la Croix-Rouge internationale soit un peu impliquée, mais aussi l'OSCE. L'OSCE, l'Organisation de sécurité et de coopération européenne, est un organisme très intéressant parce que c'est dans cette association était la seule institution, à ma connaissance, où Russie, États-Unis et tous les pays de l'Europe et d'Asie centrale d'ailleurs peuvent dialoguer sur un pied d'égalité. Oui. Dans un cadre multilatéral et qui doit être d'ailleurs agréé par l'ONU. Donc on peut penser aussi que cette obligation que les Russies a négociée dans le cadre de l'OSCE ouvre une possibilité d'une négociation plus large dans ce même cadre, et ce qui serait bien sûr un élément très intéressant. Mais nous n'en sommes pas là. Oui, l'exigence du cessez-le-feu n'a pas encore été évidemment répondue. Voilà à peu près comment je vois l'intérêt de ce qui se passe aujourd'hui, même si je suis très inquiet pour la deuxième phase de l'opération. Oui, oui. Alors, nous allons passer tout de suite à un aspect qui est aussi un autre volet de cette opération russe en Ukraine, et c'est un petit peu le volet de ces volontaires pour l'Ukraine. Il serait près de 20 000 volontaires pour l'Ukraine de nationalités différentes. Le porte-parole du Kremlin a mis en garde pour le dossier donc secret également. Il a fait ressortir aussi l'histoire des dossiers secrets de l'État qui disait que effectivement, l'Ukraine préparait une opération dans ces républiques autoproclamées que sont donc le Donetsk et le Donbass. Quel commentaire faites-vous de cela, Monsieur Ravenel? Allô? Oui, Monsieur Ravenel, je disais, quel commentaire peut-on faire de cela? Le fait qu'aujourd'hui, l'Ukraine, dans des dossiers qui ont été tenus secrets, préparait, selon ces dossiers, une opération contre le Donbass qui était prévue justement en mars 2022. Vous savez, en période de guerre, il y a une guerre aussi de l'information. Et la possibilité de vérifier la véracité des informations est extrêmement difficile. Donc, il est impossible de se prononcer très, très clairement sur ce genre de propositions ou d'informations. En même temps, je crois quand même que le problème de la question de de l'aide, si on peut dire, aux Ukrainiens concernant le conflit est une question très importante et en même temps très délicate. C'est-à-dire que quel type de soutien à cette résistance ukrainienne aujourd'hui? Faut-il envoyer des armes? Et d'abord des armes défensives, par exemple des armes anti-chars, par exemple. Quelle logistique ça suppose? Qui décide? Quel contrôle au départ et à l'arrivée? Il y a vraiment beaucoup de questions. Et si on commence à envoyer des armes, et il faut envoyer aussi le personnel qui peut être capable de les manier. Et en même temps, on peut continuer en envoyant aussi donc des hommes, bientôt des soldats et de certaines mesures entrer dans le conflit. Oui. Entrer dans le conflit, ce qui bien sûr c'est une situation tout à fait nouvelle et qui pourrait créer un prétexte pour Vladimir Poutine d'intervenir plus directement dans ces pays voisins que seraient les pays baltes ou la Pologne, par où arriveraient, bien entendu, ces armes ou ces hommes. Donc il y a là un problème extrêmement délicat qui est posé pour cette nouvelle phase aussi de la situation et de l'aide internationale. Oui. Effectivement, je me tourne vers vous, Monsieur Manuel Dupuy, sur Skype. Donc, je disais qu'il y aurait 20 000 volontaires pour l'Ukraine. Ils sont de nationalités différentes. Ils sont venus pour combattre. Et le porte-parole, justement, du Kremlin a cité « Il faut réfléchir 12 fois, je le cite, avant de venir combattre en Ukraine. Et chaque étranger capturé ne pourra bénéficier du statut de prisonnier. » C'est une mise en garde assez dure. Mais la question principale, c'est comment ces combattants sont acheminés vers l'Ukraine et comment sont-ils fournis en armes et que feront-ils de ces combattants une fois, bien sûr, on l'espère tous, que le cessez-le-feu aura lieu et que les négociations seront en cours et sérieusement.
Alors peut-être pour préciser les choses, la Légion internationale dont vous parlez Oui. est composée effectivement de 20 000 personnes, mais pas que des étrangers. Ce sont des Ukrainiens qui parfois ont la double nationalité. Je vous rappelle qu'il y a 5 millions d'Ukrainiens qui vivent en dehors du pays et qu'il y a un certain nombre d'Ukrainiens qui décident de revenir pour combattre et tout simplement pour défendre leur pays. C'est un élément important qu'il faut avoir à l'esprit. Mais par contre, vous avez raison, ce sont effectivement pour certains des combattants étrangers qui ont été appelés par le gouvernement ukrainien, non pas pour combattre dans le Donbass et dans le Lugansk, mais pour combattre sur l'ensemble du pays, parce que le front est multi-frontal, si j'ose m'exprimer ainsi, autour d'Odessa, autour de Mariupol, autour de Mykolaïv, autour des villes de Kharkiv, de Kiev, et pas seulement les républiques autoproclamées. Il ne s'agit pas d'une opération de paix, mais d'une invasion du pays. Il faut constamment le rappeler. La donne a changé avec l'intervention russe, dans l'ensemble du pays. Donc, effectivement, ne pas non plus oublier que aux côtés des 20 000 combattants étrangers que vous mentionnez, il y a quasiment 40 000 combattants qui constituent la garde nationale, qui ont été appelés, qui ont été mobilisés. Le président Zelensky, dans les premières heures, a évoqué le fait qu'aucun homme âgé de 18 à 60 ans devait se soustraire à l'obligation de défendre son pays. Vous demandiez d'où viennent les armes, ils viennent d'Ukraine. Pratiquement 25 000 fusils d'assaut, Kalachnikov par ailleurs, ont été distribués, près de 10 millions de munitions, j'ai les chiffres précisément, et plusieurs dizaines de milliers de RPG et de grenades. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, il y a évidemment des armes qui ont été fournies par la communauté internationale, par les pays de l'Union européenne, les pays de l'OTAN. Cela a été non pas avoué, mais confirmé. Ça s'est fait par le passé, ça continue à se faire. Ce sera beaucoup plus compliqué si le président Vladimir Poutine évoque le fait que livrer des armes vous mettrait dans une situation de co-belligérance, c'est le mot qu'il a employé, mais c'est aussi une réalité. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit mon collègue sur l'OSCE. L'OSCE est doublement importante, car effectivement, c'est la seule organisation dans laquelle siègent tous les membres de l'Union européenne et accessoirement tous les pays de l'OTAN, plus la Russie, 57 membres. C'est surtout dans cette organisation qu'on avait évoqué une architecture de paix et de sécurité, ou une architecture de paix et de confiance en 2009, au sommet de Corfou, en juin 2009 précisément. C'était le président Medvedev qui appelait à ce que l'on arrive à un dialogue sécuritaire entre les pays de la partie occidentale de l'Europe et de la Russie. C'est aussi dans le cadre de l'OSCE que les accords de Minsk, le protocole de Minsk en septembre 2014 et Minsk II en février 2015 ont été signés. Donc c'est très important que l'OSCE soit rappelé ou réintroduit dans le jeu, d'autant que c'est la Pologne qui préside actuellement l'OSCE. Oui, alors, Monsieur Emmanuel Dupuis, vous faites bien de le signaler que ce ne sont pas seulement des combattants étrangers, mais également ukrainiens. Mais ils sont également étrangers, il y a des étrangers. Et le fait est aujourd'hui, la question qui se pose, avec beaucoup de précautions, ces combattants qui viennent de tous bords, qui va les contrôler est-ce qu'on ne risque pas aujourd'hui d'aller vers le risque en Syrie, qui a vu donc cet afflux de combattants étrangers sur son territoire, et du coup aujourd'hui on a du mal à, si vous voulez, renvoyer ces combattants vers leur pays d'origine. C'est la même chose pour la Libye. Alors est-ce que le scénario ne va pas se répéter en Ukraine, et qui dit justement qu'on pourra avoir plus de contrôle qu'ailleurs, je vais dire, en Ukraine qu'ailleurs? Comment faire, c'est-à-dire le tri entre le bon et l'ivré? Déjà, vous faites un parallèle qui est un petit peu cavalier, si j'ose m'exprimer ainsi. Oui, je rappelle qu'il s'agit d'une invasion militaire d'un pays étranger qui lui-même a des combattants étrangers, puisque au sein des forces russes, il y aurait des combattants d'autres pays membres de la communauté des États indépendants. Donc la question se pose dans les deux sens, si vous m'autorisez de la poser ainsi. Et deuxièmement, la question ne se pose pas du tout de la même manière qui se pose en Syrie ou qui se pose en Libye, car il ne s'agissait pas d'une invasion dans les deux cas. Il s'agissait pour l'intervention militaire russe d'un appel fait par le gouvernement, qu'on le soutienne ou pas, légitime de la Syrie, et il s'agissait pour la Libye d'un appel, qu'on le soutienne ou pas, du gouvernement d'union nationale, à l'époque Fayez al-Sarraj, qui avait appelé à l'intervention et de la présence militaire turque. Souvenez-vous, cet accord avait été signé en novembre 2017. Donc, le comparaison n'a absolument aucun sens, d'autant plus qu'il s'agit là d'une guerre qui est menée entre deux belligérants, l'Ukraine et la Russie. Et accessoirement, la Russie utilise les moyens militaires dont elle dispose, et c'est son droit. En tout cas, c'est son droit vis-à-vis
du choix qu'il Est-ce que vous voulez dire souhaite mettre en avant. qu'aujourd'hui, le choix, oui, à la guerre, tout est permis, c'est ça? Ah non, à la guerre, pas tout est permis, mais à ce moment-là, je vous rappelle premièrement que la Russie pourrait être traduite devant la Cour internationale de justice pour un certain nombre d'éléments qu'elle a bafoués. Elle va à l'encontre d'un certain nombre d'articles, notamment l'article 51 de la Charte des Nations Unies, l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Elle a bafoué la Convention sur le bannissement des armes à sous-munitions, la Convention de Stockholm en 2008. Elle s'est elle-même mise en contradiction en attaquant la centrale nucléaire de Zaporijia sur la Convention sur l'interdiction à usage terroriste contre les centrales atomiques. Donc, de ce point de vue, il faut être très, très vigilant, car le droit international n'est pas forcément en faveur de la Russie. Dernier point, c'est un point important. Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, va ouvrir un certain nombre d'enquêtes en mettant en avant le fait que ces enquêtes porteront non seulement depuis 14 jours, mais depuis 2014, donc l'invasion de la Crimée et les combats incessants qui se mènent depuis cette période dans le Donetsk et le et le Lugansk, avec une difficulté. Ni l'Ukraine ni la Russie n'ont ratifié le statut de Rome en 2002, créant la Cour pénale internationale. Oui, alors je rappelle juste que même les droits ou des accords de Minsk ont été bafoués, ce qui explique cette présence très très proche des territoires russes. Et je me tourne vers vous, Monsieur Bernard Ravanel. Je dis aujourd'hui, qui pourra contrôler ces 20 000 volontaires et qui risque aussi de voir la liste aujourd'hui augmenter? Ce n'est qu'un bilan ou ce n'est qu'un nombre provisoire pour l'instant. Alors, est-ce que c'est une bonne idée aujourd'hui d'avoir sur son territoire, c'est-à-dire le territoire ukrainien, des volontaires de toute obédience? Est-ce que ce n'est pas un peu trop risqué, surtout qu'on sait qu'il y a une montée de l'extrême droite qui est assez importante en Ukraine? Oui, c'est vrai que ça pose un problème. On n'est pas encore très au clair sur la façon dont ça va se passer. Je pense que ça peut être pas très facile pour certains aspects. Je crois aussi, j'ai vu dans Le Monde, je crois d'hier ou d'aujourd'hui, qu'en France s'est constitué en quelque sorte un contingent de plusieurs milliers, éventuellement de combattants possibles, qui seraient issus de l'ultra-droite. Donc nous avons un certain nombre de problèmes là qui vont se poser, parce que comment vont-ils être contrôlés au départ, à l'arrivée, etc., et quand les combats éventuellement seront terminés. Donc il y a vraiment des problèmes sur lesquels il y a nécessité de réfléchir. Plus globalement, je pense que la question qui est posée sur l'envoi de troupes, je dirais non ukrainiennes, parce qu'effectivement, il y a des Ukrainiens qui ont tout à fait la légitimité de revenir chez eux pour se battre, mais pour les non-nucléaires, est-ce que cet envoi, cette arrivée en même temps, cette utilisation de ces combattants étrangers peut favoriser ce qu'on souhaite tous, c'est-à-dire une nécessaire désescalade militaire? Parce que si nous demandons cessez-le-feu, il faut qu'on s'en donne un petit peu les moyens. Et donc, tout le problème, c'est un peu pour moi celui-là. Comment, en quelque sorte, résoudre le conflit avec l'envoi d'armes et de soldats non ukrainiens, si on peut dire, en Ukraine. Je crois que c'est un vrai problème sur lequel il faut absolument réfléchir et qui, pour moi, je n'ai pas de réponse très précisément, mais ça m'inquiète beaucoup. C'est ce que je voulais vous dire, parce que c'est inquiétant, effectivement. Envoyer des soldats sur le champ de bataille étrangers, se servir la paix ou amener les Russes à négocier, par exemple, éventuellement, ou à frapper plus fort. Il y a toute une série de questions, à mon avis, qu'il faudrait essayer de clarifier pour savoir ce qu'on peut exiger aujourd'hui et ce qu'on peut poser comme problème concernant la désescalade militaire qui nous semble absolument nécessaire pour éviter un écrasement des Ukrainiens. Aussi bien civils que militaires, d'ailleurs.
Oui. Alors, vous faites très bien de le dire parce qu'on a vu par le passé, et je refais toujours ce parallèle, même si ça déplaît un petit peu à notre invité Emmanuel Dupuy. C'est un parallèle parce que je le fais, parce que par le passé, l'histoire nous a appris que lorsqu'on fait appel à des volontaires étrangers pour combattre auprès des troupes régulières, eh ben, ça se termine toujours mal parce que du coup, on ne sait plus où mettre ces troupes volontaires et vers quelle destination les renvoyer. Et l'exemple de la Syrie ou même de la Libye en atteste, puisque tout le problème de la Libye aujourd'hui, c'est justement comment faire sortir ces troupes combattantes sur le terrain. Ce qui m'amène un petit peu à aller vers cette question de la position du président ukrainien dernièrement, et c'est-à-dire pas plus tard qu'hier soir. Il avait fait une déclaration qui nous a un petit peu interpellés, puisque de toute façon, il dit dans cette déclaration, et je vais reprendre en substance ses propos, qu'il n'était pas du tout intéressé par l'adhésion à l'OTAN, après avoir compris que l'OTAN n'est pas prête à accepter l'Ukraine. Il dira également, je le cite, « Je ne veux pas être le président d'un pays qui supplie à genoux pour quelque chose ». Il envisage même de reconnaître éventuellement de manière tacite les républiques autoproclamées du Donbass, c'est-à-dire le Donetsk et le Lugansk, et il serait même prêt à accepter la neutralité, c'est-à-dire à peu près tous les points qu'il avait refusés au départ. Alors, pourquoi tout ça pour finalement en venir à ce genre de déclaration? Monsieur Emmanuel Dupuy. Alors déjà, il faut être un petit peu plus précis, si oui, vous pouvez toujours me reprendre, il n'y a pas de problème. Le président Zelensky a évoqué les promesses non tenues par l'OTAN depuis 2014, c'est-à-dire la mise en place d'une zone d'exclusion exclusive, c'est-à-dire une no-fly zone en langage international, ce qui serait un acte de provocation supplémentaire. Et je crois que je m'inscris là dans la pensée et dans la ligne de ce que vient de nous dire Monsieur Ravenel. Monsieur Ravenel. Pour éviter cette désescalade. Deuxièmement, le président Zelensky a évoqué le fait qu'il ne demandait pas forcément, et non pas plus, l'adhésion à l'OTAN, mais en évoquant le fait qu'il était prêt à négocier sur la base d'un compromis. Et donc le compromis, c'est un compromis qui se fait de part et d'autre. Et donc en évoquant le fait que la Russie devait aussi faire un compromis, c'est-à-dire arrêter les opérations militaires, valider un cessez-le-feu et surtout se désengager des zones dans lesquelles elle s'est engagée, contrairement à ce que vous dites. Réciproquement aussi, puisque vous parlez de réciprocité, il faut que les deux parties se désengagent, Monsieur Dupuy. Il faut le dire aussi. Attendez, excusez-moi. L'Ukraine est un pays souverain. L'Ukraine n'a pas à se désengager de son propre pays. Je ne parle pas de l'Ukraine, je parle de l'OTAN. Un peu de logique. Je parle de l'OTAN et des conditions qui ont été imposées par la Russie à l'OTAN. Madame, oui, l'OTAN n'est pas en Ukraine. Alors parlons de choses sérieuses. L'OTAN n'est pas en Ukraine. Il est militairement présent sur les pays limitrophes avec l'Ukraine. Bien sûr, puisqu'ils sont membres de l'OTAN. Excusez-moi. Qui est membre de l'OTAN? Ils sont aux frontières avec l'Ukraine. Ils sont membres de l'OTAN depuis 1999 pour certains d'entre eux, et puis membres de l'OTAN depuis 2004 pour certains d'entre eux. Jusqu'à preuve du contraire, on ne va pas se désengager de l'OTAN, voyons. Non, on ne se désengage pas de l'OTAN. Alors, si vous m'autorisez on se désengage de cette prise de position, Monsieur Emmanuel Dupuy. On se désengage de cette prise de position, Monsieur Emmanuel Dupuy. Non, madame, on ne se désengage pas d'une position. J'essaye de vous expliquer de manière la plus pédagogique possible et non pas idéologique ce qu'il est question aujourd'hui. Le président Zelensky a fait plusieurs demandes. Le président Zelensky a évoqué le fait que le statut militaire de l'Ukraine pouvait être négocié. Vous appelez ça la neutralisation, vous appelez ça la neutralité. En tout cas, oui, comme vous voulez. Comme vous voulez. La neutralité, si vous le voulez. Mais en tout cas, la question est simple. Il faut que la négociation se fasse sur un consensus mutuellement accepté. Pour l'instant, la partie russe n'a pas répondu à cette proposition. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a juste évoqué le fait qu'il y avait des compromis discutables et que ça se discutait à la fois en Biélorussie actuellement, 3e round des négociations, et ça va sans doute se négocier à Antalya, puisque, comme vous le savez, il y a une médiation turque qui a été proposée sous l'égide du ministre des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu. Oui. Deuxièmement,
il est question non seulement donc du statut Je vous demanderai juste d'être bref pour qu'on puisse passer à d'autres volets, Monsieur Dupuis, s'il vous plaît. Je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là et je vous laisse débattre parce que ça commence vraiment. Si vous n'êtes pas, si vous êtes dans une posture idéologique, moi je ne suis pas là. Parce que moi je suis un universitaire et j'essaye de dire les choses précises telles qu'elles sont. Oui, absolument. Je vous écoute. Je vous demande juste d'être un peu précis pour pouvoir passer à d'autres volets, s'il vous plaît, parce que l'émission, je pense que je le suis. Voilà, merci beaucoup, monsieur Dupuis. Alors, je voulais un petit peu vous relancer sur l'aspect économique, si vous le permettez. Les sanctions américaines aujourd'hui, monsieur Dupuis, est-ce qu'elles ont un impact aujourd'hui sur les exportations en pétrole de la Russie? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, je me permets de vous corriger, il ne s'agit pas de sanctions américaines, mais de sanctions de la communauté internationale. Il y a d'une part les sanctions américaines, d'autre part les sanctions de l'Union européenne, et je me permets également de vous dire qu'il y a sans doute des sanctions au niveau de l'ONU qui vont se préparer, pour être très précis. Deuxièmement, il y a sans doute une gradation dans les sanctions que vous évoquez, en étant plus précis. 7 banques russes, pour l'instant, sont visées, 3 banques biélorusses également, 510 membres de l'establishment financier russe, on appelle ça des oligarques si vous le voulez, et un certain nombre d'éléments prégnants qu'on a vus dans les débats, la fermeture ou l'incapacité pour la Russie de recourir à la messagerie financière SWIFT, bien évidemment le gel d'un certain nombre d'avoirs, 30% des avoirs de la Banque centrale russe, et vous évoquez l'embargo sur le pétrole et le gaz. C'est celui-là que j'évoquais, effectivement. Pour l'instant, les États-Unis s'y refusent, d'autres pays européens s'y refusent, il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est le cas, par exemple, de la Pologne, c'est le cas, par exemple, de l'Allemagne, forcément, puisque l'Allemagne est largement plus dépendante que d'autres pays européens du gaz russe. 55% de son gaz vient de Russie, 40% de son pétrole et 30% de son charbon. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, bien évidemment, il faut avoir à l'esprit que les sanctions ne sont efficaces que si elles sont graduées. Car si on met sur la table toutes ces sanctions, forcément, on va avoir une escalade et qu'on n'aura pas grand-chose à rétorquer si ce n'est une opération militaire, ce que, je crois, personne ne veut. Oui. Alors, Monsieur Bernard Ravenel, je me permets d'aller vers un autre volet parce que, comme je le disais, il y a l'impératif du temps et non pas parce que j'ai envie de couper les uns ou les autres. Monsieur Bernard Ravenel, je voulais un petit peu revenir sur certaines scènes sur les médias occidentaux ou sur des plateaux de télévision. On parle carrément, de manière très nonchalante, je veux dire très libre, très ouverte, de l'assassinat du président Poutine. Alors, mais pour être plus clair, il y a un sénateur américain qui a appelé donc à assassiner carrément Poutine. Le sénateur en question, c'est Lindsey Graham, qui a estimé que c'est la seule solution, je reprends ses propos, pour régler la crise. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que débattre d'une telle question sur un plateau de télévision et faire en sorte que ce débat fasse un petit peu l'écho, c'est-à-dire qu'on a vu un débat qui était sur les modalités. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une ligne rouge à ne pas franchir? Et si c'est le cas, quelle serait-elle, Monsieur Bernard Ravenel? Non, mais je vous disais tout à l'heure qu'en période de guerre, c'est la première défaite, c'est la vérité d'information. Et donc, il y a une bataille d'information, de médias, dans les deux parties, bien entendu, parce qu'en Russie, c'est absolument terrible aussi, parce qu'on interdit les informations, les moyens d'information qui sont libres. Donc, il y a aussi à tenir compte de cette affaire. Donc, c'est une bataille relativement stupide, bien entendu, mais qui fait partie, disons, de l'intoxication qui peut être menée de chaque côté. Par contre, sur le plan posé par l'assassinat de Poutine, qui est un peu aujourd'hui présentement le problème, c'est qu'effectivement certains bruits ont couru, mais ça c'est plus sérieux, que du côté russe, après le relatif échec de l'opération, la première phase de l'opération, si on peut parler comme ça, opération militaire sur l'Ukraine, certains milieux proches de Poutine étaient très mécontents de cette situation, très inquiets de l'évolution de la situation et poseraient la question de la survie politique, si on peut dire, de Poutine au niveau de son pouvoir. Ça, c'est effectivement certainement en question dans
dans l'ambiance russe, mais ça pose pas la question de l'assassinat personnel, si on peut dire, de Poutine. Mais je crois qu'il faut poser la question effectivement de la pression internationale sur le système russe, sur Poutine, pour poser la question de l'avenir de Poutine. Cela dit, je voulais simplement ajouter, parce que je n'ai pas pu parler sur cette question, sur le compromis, parce que si Poutine est obligé de faire un compromis, ça va être un sacré problème. Et je voulais insister sur un point. Il n'est pas question pour les Ukrainiens de laisser en quelque sorte aux Russes la question du Donetsk et du Donbass, là. Parce que ce qui peut être négocié, je crois, avec les Russes, et encore ça me semble très très difficile actuellement, c'est une autonomie des zones majoritairement peuplées de populations russophones, mais qui doit garantir les frontières actuelles de l'Ukraine. Si l'Ukraine est obligée de reculer une partie de son territoire, ce sera une victoire russe qui fera une nouvelle conquête de la Russie vers l'ouest et qui en appellera d'autres, comme ils ont fait depuis la Crimée. Donc c'est un petit peu ce problème que je voulais évoquer. Et puis pour le reste, bien entendu, il y a la question de l'OTAN et de rapport, disons, d'indépendance par rapport à l'OTAN, bien entendu, mais aussi de non-dépendance par rapport à la Russie. Il y a toute cette neutralité, je ne sais pas qu'on peut dire autrement, ou de non-alignement, mais je crois que ça sera posé. Mais il n'est pas question, je pense, que l'Ukraine lâche une partie de son territoire légalement, internationalement reconnu. Je pense, en tout cas, et la population ukrainienne, le système italien le refuserait. Donc, tout le problème maintenant, c'est effectivement quelle est la possibilité de faire une pression sur Poutine pour le faire admettre un certain type de négociation posant un peu ses problèmes et qui ne soit pas une capitulation ou une défaite politique de l'Ukraine qui est une défaite militaire qui se traduirait par une défaite politique, ce qui serait très grave à mon avis pour la suite parce que cela donnerait en quelque sorte l'envie de Poutine de continuer. Donc je pense qu'aujourd'hui on en est là et qu'il faut absolument réfléchir sur la question du cessez-le-feu aujourd'hui. C'est l'urgence vous faites bien pour de le sauver dire, la majorité de la population civile sous les bombes actuellement et je crois que c'est cette pression-là qu'il faut faire au niveau diplomatique et au niveau de la mobilisation des sociétés occidentales. Oui, alors nous allons conclure et avant de conclure, je donne la parole à M. Emmanuel Dupuy. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y a un véritable espoir de négociation, qu'on peut aujourd'hui régler les choses ou la situation par le dialogue plutôt que par les armes ? Il faut toujours le penser, mais je crois que mon collègue a raison de rappeler que le président Zelensky, quand il a fait ce compromis, a évoqué ce qui était inscrit dans les accords de Minsk, précisément. Et d'une certaine façon, il est revenu en arrière puisqu'il ne voulait pas tout à fait les appliquer dans les accords de Minsk. Il est précisé effectivement qu'il y aurait un vote par la Rada, le Parlement ukrainien, d'une loi sur l'autonomie des deux territoires et absolument pas une reconnaissance de facto de l'indépendance ou de rattachement à la Russie. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a le problème de la Crimée. Et là, effectivement, ce sera un vrai compromis puisque le président Zelensky je crois, n'a pas bougé sur la position, et je crois non plus les pays de l'OCE, sur la non-reconnaissance du référendum d'octobre 2014 qui avait rattaché la Crimée à la Russie. Pour répondre également à votre question sur Lindsey Graham, c'est pas la première fois que Lindsey Graham va dans des excès oratoires très prononcés. Je rappelle que Lindsey Graham est un républicain. Je rappelle que Lindsey Graham est un Trumpien. Je rappelle que Lindsey Graham a prononcé cette évocation sur la chaîne Fox News, ce qui délégitime beaucoup la pensée de Lindsey Graham, qui, je crois, ne représente pas tout à fait la position actuellement du gouvernement américain. Au fait, ce qu'on déplore, c'est que ces propos de Lindsey Graham, ou l'idée qu'il a proposée, soit débattue au cours d'une émission de télévision, où on dit pourquoi et de quelle manière, est-ce que c'est faisable, est-ce que ce n'est pas faisable. C'est-à-dire, je me dis, si on inversait un petit peu la vapeur, est-ce que c'est concevable aujourd'hui qu'on voit un tel débat dans des médias ailleurs occidentaux, parler par exemple de l'assassinat d'un président européen. Ça serait vraiment mal vu, je veux dire, déontologiquement parlant, pour le journaliste. Je crois que vous devriez comparer les débats qui existent dans un certain nombre de réseaux sociaux sur l'élimination du président Zelensky qui était à l'ordre du jour, car je crois que c'était cela dont il était question dans l'opération Blitzkrieg que voulait le président russe, c'est-à-dire se débarrasser du président Zelensky pour y mettre une marionnette, que ce soit Viktor Medvedchuk,
l'oligarque, que ce soit Yuri Boyko, l'ancien Premier ministre, ou que ce soit Viktor Yanukovych. Oui. Ça, ce sont des débats qui ont lieu actuellement autour du C'est à président déplorer Poutine. des deux côtés. Monsieur Dupuy, je pense que nous n'avons plus le temps, hélas, pour continuer notre débat. J'ai pris beaucoup de plaisir à débattre avec vous, Monsieur Emmanuel Dupuy. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également, Monsieur Bernard Ravanel, d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Dupuy, je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Monsieur Bernard Ravanel, je rappelle que vous êtes ancien président du mouvement de la liberté et du désarmement, de la paix et de la liberté. Merci, messieurs, d'avoir pris part à notre débat. Merci, au revoir et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle émission spéciale consacrée à l'Ukraine.